Imaginez Messi remportant à nouveau la Coupe du Monde. La gagner une fois vous place déjà dans une catégorie que la plupart des légendes n'atteignent jamais. La Coupe du Monde n'est pas juste un autre trophée. C'est le mois le plus impitoyable du football. Des marges infimes, une pression constante et des adversaires qui ont passé des années à se préparer précisément pour cette scène-là. Vous n'avez qu'une chance tous les 4 ans, ce qui transforme chaque tournoi en pari unique dans une carrière. Voilà pourquoi la gagner 2 fois, surtout d'affilée, relève du presque impossible. Historiquement, seules quelques nations ont réussi des titres consécutifs. L'Italie en 1934 et 1938, et le Brésil en 1958 et 1962. Et cette dernière répétition remonte à plus de 60 ans. Le football moderne n'est pas conçu pour les dynasties, il est construit pour les interrompre. L'écart de 4 ans est le premier ennemi. En football de München Club, on peut repartir de zéro chaque été, changer d'entraîneur, renouveler l'effectif, reconstruire le système. Le football international ne vous le permet pas. Vous êtes lié au même vivier de joueurs, vous disposez de peu de temps ensemble, et au moment où arrive la Coupe du Monde suivante, les mêmes stars qui vous avaient porté sont plus âgés, plus fatigués, plus sujettes aux blessures, ou tout simplement plus au même pic physique. Puis vient le deuxième ennemi. Une fois que vous gagnez, vous perdez l'effet de surprise. Tout ce que vous avez fait est étudié et disséqué. Vos déclencheurs de pressing, vos schémas de relance, vos coups de pied arrêtés, vos changements, chaque détail devient du film pour les adversaires. Ce qui prenait les équipes à contre-pied devient prévisible. L'histoire récente est pleine d'avertissements. L'Espagne a gagné en 2010 et s'est effondrée en phase de groupe en 2014. L'Allemagne a soulevé le trophée en 2014 et est sortie en phase de groupe en 2018. La France est passée tout près en 2022, même avec un effectif profond et élite. Mais elle n'a pas pu terminer le travail. Et le jeu moderne est plus rude qu'avant. Il est plus rapide, plus organisé et bien plus physique. Les joueurs sont compressés par des calendriers surchargés. Beaucoup de stars disputent 60 matchs par an, avec des fenêtres de récupération minimes. Les blessures s'accumulent, la fatigue mentale s'installe et la forme devient fragile. Ajoutez à cela l'expansion de la Coupe du Monde elle-même, plus d'équipes, plus de matchs, plus de charge totale dans tout l'écosystème du football. Dans des tournois où une seule mauvaise mi-temps peut tout faire basculer, l'usure supplémentaire compte. C'est pourquoi l'idée de Messi, déjà champion du monde, aidant l'Argentine à le refaire, paraît presque irréelle. Parce que comment surpasser 2022 ? Ce qu'il a fait au Qatar n'était pas simplement gagner, c'était réécrire le scénario émotionnel de toute sa carrière internationale. En 2022, Messi portait un poids que la plupart des athlètes ne connaissent jamais. Oui, la victoire en Copa América en 2021 avait légèrement allégé la pression. L'Argentine avait enfin mis fin à une longue disette de titres et Messi avait enfin soulevé un grand trophée avec la sélection A. Mais la Coupe du Monde, c'était autre chose. C'était la conversation qui le suivait partout. Messi contre Maradona, la finale perdue de 2014, les déchirements en finale de Copa, l'idée qu'il ne pouvait pas compléter son histoire avec l'Argentine. Le Qatar n'était pas juste un tournoi, c'était le référendum ultime, et le tournoi a commencé par une catastrophe. L'Argentine a perdu 2-1 contre l'Arabie Saoudite, dans l'un des plus grands exploits de l'histoire de la Coupe du Monde, mettant fin à sa longue série d'invincibilité. Pour beaucoup d'équipes, un tel coup de massue d'entrée déclenche la panique. Pour l'Argentine, cela a créé de la clarté. Messi a demandé publiquement aux supporters de garder la foi. À l'intérieur du groupe, il n'y a pas eu d'effondrement, juste une décision collective de répondre. À partir de ce moment, Messi a produit l'une des plus grandes campagnes de Coupe du Monde de tous les temps. Son but contre le Mexique est devenu un tournant non seulement pour la phase de groupe, mais pour tout le tournoi. L'Argentine étouffait sous la pression, et il a changé le match avec une frappe qui ressemblait à de l'oxygène. Contre l'Australie en 8e de finale, il a marqué encore un nouveau moment historique, un nouveau tampon « Je suis là », tandis que l'Argentine avançait 2-1. Contre les Pays-Bas, il a délivré une passe décisive sans regarder qui ressemblait à un cheat code, a marqué un penalty, puis a transformé dans la séance lorsque le match a explosé dans le chaos. L'Argentine a survécu, puis est venue la Croatie en demi-finale. Messi a de nouveau marqué sur penalty, mais surtout, il a offert l'une des images du tournoi, humiliant un défenseur de premier plan avec un dribble mêlant puissance, timing et contrôle total. L'Argentine était en finale, et la finale contre la France est devenue une épopée. L'Argentine a filé à 2-0, Messi ouvrant le score sur penalty, puis un but collectif conclu par Di Maria qui ressemblait à une chorégraphie. Pendant un moment, tout semblait réglé, puis cela a basculé dans la folie.
Mbappé a marqué 2 fois en 2 minutes. Le match est parti en prolongation, Messi a marqué encore pour faire 3-2, et Mbappé a complété son triplé pour égaliser à 3-3. La Coupe du Monde s'est jouée au pénalty. Messi a tiré calmement. Emi Martinez est redevenu le vilain héros une fois de plus. L'Argentine a gagné. Messi a enfin soulevé le trophée qui planait sur toute sa carrière comme une ombre. Les chiffres de cette campagne étaient délirants. 7 buts, 3 passes décisives, 5 trophées d'homme du match et le Ballon d'Or comme meilleur joueur du tournoi, faisant de lui le premier à le gagner 2 fois. Et si certains détracteurs ont tenté de réduire sa campagne à juste des pénaltys, la réalité était claire pour quiconque regardait. Il a façonné les matchs par les buts, la création, la maîtrise du tempo et le leadership. Dès qu'il a tenu ce trophée, la pression s'est évaporée instantanément. Les disputes sans fin se sont calmées. Les débats ont perdu leur croc. Il ne courait plus après l'approbation. Ce qui amène la question suivante, si la conversation sur l'héritage est réglée, pourquoi continuer? Le texte propose une réponse simple. L'amour du jeu, l'amour de la compétition et la foi dans l'équipe autour de lui. Parce que cette Argentine n'est plus une opération à un seul homme. Pour la première fois depuis longtemps, l'Argentine peut ressembler à une sélection nationale complète, même sans Messi, à son pic absolu. Cette évolution est indissociable de Lionel Scaloni. Messi mérite un crédit immense. Dans ce récit, il est le plus grand de tous les temps. Mais le rôle de Scaloni est présenté comme tout aussi déterminant. L'entraîneur qui a construit la structure, ayant enfin permis au talent argentin de devenir une machine à gagner stable. L'histoire de l'Argentine le montre clairement. Le talent n'a jamais été le problème. Le pays a produit des attaquants d'élite pendant des générations. Mais à de nombreuses périodes, l'équipe manquait d'équilibre, d'identité et de gestion de haut niveau. L'effectif de la Coupe du Monde 2010, par exemple, comptait de grands noms. Higuaín, Tevez, un Di Maria jeune et un vivier de solides professionnels. Mais l'équipe s'est effondrée brutalement lorsqu'elle a rencontré un adversaire vraiment organisé, perdant 4-0 en quart de finale. L'implication est claire. La qualité individuelle peut vous porter jusqu'à un certain point, mais c'est la structure qui gagne les tournois. Le manège des entraîneurs qui a suivi l'a confirmé. Le parcours de Sergio Batista en Copa América 2011 a été décevant, avec des résultats peu inspirants et une sortie précoce. Alejandro Sabella a représenté un progrès, plus solide défensivement, plus cohérent, et a guidé l'Argentine jusqu'à la finale de la Coupe du Monde 2014. Mais les cycles suivants sous d'autres entraîneurs ont montré à quelle vitesse une équipe peut retomber dans le chaos, même avec Messi dans l'effectif. La leçon centrale, avoir Messi ne garantit pas des trophées. Cela vous donne une chance. Pour franchir la ligne d'arrivée, il faut les bons coéquipiers, les bons rôles et le bon entraîneur. C'est là que Scaloni entre en scène. Il est arrivé quand l'Argentine était perdue, après une nouvelle campagne de Coupe du Monde décevante et la fin de l'ère Jorge Sampaoli. Beaucoup dans la presse sportive argentine se sont moqués de sa nomination, parce que Scaloni n'avait pas de grande référence comme entraîneur principal au plus haut niveau. Mais les moqueries n'ont rien changé. Ses idées ont fonctionné. L'approche de Scaloni est décrite comme pragmatique et moderne. Une base en 4-4-2 qui privilégie l'athlétisme, le volume de travail et la discipline tactique autour de Messi. Le concept est simple. Placer derrière lui des coureurs infatigables et des milieux intelligents pour qu'il puisse économiser de l'énergie défensivement et décider les matchs offensivement. Messi presse encore par moments, mais c'est plus facile quand vous avez une machine comme Rodrigo de Paul pour couvrir le terrain, quand vous avez des milieux qui ferment les lignes de passe, quand vous avez des latéraux qui se battent comme si leur vie en dépendait. Sous Scaloni, l'Argentine est devenue difficile à bouger et mentalement inébranlable. Ce basculement mental a peut-être commencé lors de la finale de la Copa América 2021, notamment parce que c'était contre le Brésil au Maracanã. L'Argentine n'avait pas remporté de grands trophées depuis 28 ans. La pression était immense. Les démons étaient réels. Gagner cette finale n'était pas juste un autre titre, c'était l'étincelle qui a allumé tout ce qui a suivi. Cela a aussi prouvé que Messi n'avait pas à tout faire seul. Di Maria a inscrit le but décisif, un moment présenté comme symbolique. Parce que pour une fois, l'équipe a porté Messi alors qu'il n'était pas à son meilleur en finale. Le récit y voit un tournant. L'Argentine a cessé d'être une nation du presque pour devenir une nation de finissimos, de finisseurs. Ensuite, le Qatar 2022 a montré la capacité d'adaptation de Scaloni en temps réel. Après la défaite contre l'Arabie Saoudite, il a ajusté de manière décisive en intégrant Enzo Fernandez dans le 11 de départ, en modifiant les rôles pour maximiser l'équilibre et en transformant le milieu en unité fonctionnelle. De Paul est devenu le moteur.
pressing, duel, couverture. Enzo a apporté le contrôle depuis plus bas, dicter le tempo, faire progresser le ballon, contribuer au but si nécessaire. Le positionnement d'Alexis McAllister a aidé à connecter milieu et attaque. Devant, Julián Álvarez est devenu le partenaire parfait pour Messi. Un attaquant qui ne cesse de courir, qui trouve les espaces intelligemment et qui finit quand les occasions se présentent. L'Argentine n'a pas seulement survécu au tournoi, elle a évolué à l'intérieur. Et surtout, l'histoire ne s'arrête pas en 2022. L'Argentine a ensuite remporté la Copa América 2024, que ce texte présente comme une preuve de durabilité, un aperçu du futur au-delà de Messi. L'idée est que le système de Scaloni est assez robuste pour fonctionner même quand Messi n'est pas à son pic, ou même quand il n'est pas sur le terrain. L'équipe peut presser plus fort sans avoir à tenir compte de l'effort défensif sélectif de Messi. Elle peut dominer la possession, mais aussi devenir très directe rapidement parce que la ligne offensive est construite pour attaquer la profondeur. Elle ne dépend pas d'un seul plan, elle est tactiquement fluide. Le portrait de l'effectif renforce cette idée. Dans les buts, Emiliano Dibu Martinez est présenté comme une arme psychologique autant que comme un gardien. Intrépide, confiant, taillé pour les séances de tir au but et les moments de très haute pression. En défense, Cristian Romero est décrit comme un défenseur central guerrier, physique, rapide, agressif, à l'aise avec le ballon. Lisandro Martinez est peint comme dur et élite lorsqu'il est placé dans un environnement stable, apportant du mordant malgré sa taille. Les latéraux, Tagliafico et Molina, ajoutent du volume de jeu et de l'intelligence, prêts à dédoubler, défendre et faire les tâches ingrates. Au milieu, le ton devient presque révérencieux. De Paul n'est pas seulement le garde du corps de Messi, comme certains critiques le prétendent, c'est un milieu complet qui presse, défend, crée et saigne pour le maillot. McAllister apporte de la créativité avec du mordant, capable de surgir pour marquer, mais aussi de gagner des duels. Enzo est décrit comme un box-to-box de premier plan, dont la création d'occasions est parfois gâchée en club, mais brille en sélection. Devant, Lautaro Martinez est présenté comme un attaquant qui a mûri, d'un joueur qui manquait parfois dans les moments clés à un tueur, surtout mis en valeur par son impact et ses buts en Copa América 2024. Et Julián Álvarez, l'araignée, est décrit comme le chaos personnifié. Course incessante, pressing de très haut niveau, flexibilité pour jouer axial ou sur un côté, capable de se créer ses occasions plutôt que de dépendre entièrement du service. Tout cela mène à une conclusion centrale, presque provocatrice. Cette Argentine entre dans une nouvelle ère. L'équipe est pleine de talent, mentalement impitoyable, tactiquement organisée et n'est plus construite autour d'un seul sauveur. Messi est toujours là, toujours capable de magie, mais la structure et le talent autour signifient que l'Argentine peut désormais gagner de différentes manières. Elle peut souffrir, elle peut dominer, elle peut contrer, elle peut survivre à des matchs moches et y croire quand même. Alors, que signifierait le fait que Messi gagne à nouveau la Coupe du Monde? Cela signifierait faire ce que le football moderne tente d'empêcher, répéter l'impossible. Cela signifierait survivre aux exigences physiques d'une époque où les joueurs sont surchargés, où les blessures sont constantes et où les adversaires disposent de plusieurs années d'images pour se préparer. Cela signifierait déjouer la courbe inévitable de l'âge et livrer encore sur le sommet le plus impitoyable du sport. Mais la raison pour laquelle l'idée ne ressemble pas à une pure fantaisie, du moins dans ce récit, c'est que Messi n'est plus seul. Il ne traîne pas une sélection fragile vers son destin. Il mène une machine construite par Scaloni. Une machine remplie de coureurs, de gagneurs de duels, de milieux tactiquement intelligents, de défenseurs endurcis et d'attaquants qui presque sont comme des démons et finissent comme des professionnels. En 2022, Messi a gravi la montagne qui le hantait. S'il la grimpait à nouveau, ce ne serait pas juste un trophée de plus. Ce serait la défiance ultime face à la logique du football moderne. Un rappel que parfois, quand le talent est historique, que l'entraîneur est élite et que la culture d'équipe est inébranlable, le football permet encore des miracles. Et peut-être que c'est ça le vrai point. Pas que ce soit probable, mais qu'avec cette Argentine, organisée, affamée et bâtie pour durer, ce n'est plus impensable.